Donc, rapidement, Redstone Consulting, on est une société de conseil en cybersécurité et protection des données, fondée il y a 3 ans et demi. Et l'idée, c'est de faire un one-stop shop où vous aurez du conseil cyber, tout ce qui est analyse de risque, protection des données. On est DPO, Data Protection Officer externe, pour un grand nombre de sociétés. Et après, avec nos partenaires, on peut aller plus loin dans la technique et des choses comme ça. Je suis moi-même le fondateur et directeur de Redstone. Alors, on commence rapidement. Est-ce que vous pensez... Alors, ce qui est marrant, ce qui est très drôle, c'est qu'on ne s'est pas concerté pour nos présentations et mes 5 premières slides sont manifestement en ligne avec ce que vous avez dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez dans ce monde? Voilà, parce que je mets ça volontairement. Les gens ne se rendent pas compte. La réalité du monde digital, c'est ça. On est en pleine... Là, je mets des images comme ça exprès. On est dans une vraie guerre numérique. Je dis tout le temps, on est dans une guerre mondiale et les gens ne le savent pas. Et donc, je vais passer rapidement parce que ta présentation était hyper complète. Si vous avez des enfants qui utilisent par exemple des outils VTech, faut savoir que le cloud VTech s'est déjà fait hacker 2 fois. Donc, les outils VTech remontent en général les photos dans leur cloud. Bon, ben voilà, toutes les photos ont déjà leaké 2 fois. Donc, petit tips, si vous utilisez du VTech, ne le connectez pas à Internet. Alors, le Covid, pour moi, c'est 2 ans, entre guillemets, magnifiques, puisque le niveau de risque a augmenté de manière considérable, et on nage en plein délire. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Là, j'ai pris plein d'exemples liés au Covid. Le site mesvaccins.ch qui a été fermé parce qu'ils étaient très mauvais en cybersécurité. À l'heure où je vous parle, les gens qui avaient leurs données sur mes vaccins ne sont toujours pas capables de les récupérer. Donc, on a un vrai problème. Bon, tous les problèmes liés aux applications de traçage qui se sont toutes fait attaquer, dépecer, etc. Comme c'était précisé avant, les cybercriminels surfent sur la peur du coronavirus. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit, mais juste pour info, j'ai environ 5 clients qui ont été hackés ces 4 dernières semaines. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis dans le métier. Et quand je dis des attaques, ce ne sont pas des petites attaques faciles. Il y a des clients qui ont une certaine ampleur. Et le pattern d'attaque était extrêmement complexe. Ransomware plus extorsion de fichiers, hameçonnage ciblé pour ensuite débouler sur du ransomware. Bref, faut faire très attention. Je rappelle également que, toujours lié aux données Covid, parce qu'effectivement, on a digitalisé. Donc, en France, les données de la PHP, les hôpitaux de Paris, 1,4 million de données de tests qui ont fuité, la ville de Rolle, la ville de Montreux, je pense que vous avez vu ça dans les journaux, qui se sont fait hacker. Donc, même aujourd'hui, des communautés comme Rolle, Montreux, des communautés pourtant suisses, on se dit, sont des cibles. Alors, on a des statistiques. Moi, je vais plutôt parler des lois. Et les lois, le RGPD européen, le règlement sur la protection des données européen, donne un devoir d'annonce. Si on se fait hacker maintenant en France ou en Europe, on doit annoncer à l'autorité de protection des données qu'on a des données qu'on a perdues. Rapport 2020, donc année Covid, 1315 notifications. C'est entre 3 à 4 par jour, notifications d'incidents qui sont reportées à la CNIL. C'est quand même des statistiques impressionnantes. Alors en Suisse, on n'a pas ce devoir d'annonce pour l'instant, j'y viendrai, mais c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui en Suisse, on n'a pas ces statistiques détaillées. Du coup, c'est ce que mon premier slide, on a peut-être le sentiment d'être dans un monde un petit peu trop gentil. Alors effectivement, pourquoi tout dérape depuis 2 ans? Parce que le Covid, comme ça a été dit, a fait bondir la digitalisation de 5 à 10 ans. Télétravail, etc. etc. J'ai également des clients qui sont partis en télétravail, qui ont ouvert des ports et qui se sont fait attaquer par ces nouvelles entrées. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'évidemment, on augmente la surface d'attaque et donc le hacker a évidemment beaucoup plus de surface pour tenter d'entrer. J'ai fait l'introduction le plus vite possible puisque tout a déjà été dit. Maintenant, on va arriver au concret. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir la confiance numérique. La confiance numérique, c'est 2 choses. Une bonne cybersécurité, et on a eu un très bon panel juste avant de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, et la protection des données. Cybersécurité, j'ai mis 2 slides, je l'ai épuré en fait au fur et à mesure de la présentation précédente.
Mais je rappelle que j'en ai laissé deux parce qu'ils sont importants. 95% des attaques réussies sont liées à un problème humain. Je vais y venir juste après. Et il n'y a pas de cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça a été très bien résumé avant. Et j'ai mis les exemples d'OVH et d'Oxito, qui sont deux hébergeurs massifs qui se sont fait, soit un entrepôt qui brûle, soit pour le cas d'Oxito, quelqu'un qui a déclenché l'alarme, l'anti-incendie. Ça aspire tout l'air de la pièce pour éteindre l'incendie, mais ça fait monter la pression, les disques durs cassent, et c'est 1500 clients qui n'ont plus accès à leur serveur. Donc, l'être humain est souvent au cœur du problème. Et, cerise sur le gâteau, donc on a tout cet aspect de sécurité où on est face à des risques énormes. Et la bonne nouvelle, c'est que les lois ont évolué et que quand on perd des données, quand on se fait fuiter des données personnelles, et bon, on doit répondre de ça devant le législateur, devant la justice. Et donc, en protection des données, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, depuis qu'on a eu le RGPD européen qui est arrivé donc, en 2018, 2016, 2 ans d'application, enforcement en 2018. Donc, on a un niveau en Europe qui a une maturité qui a considérablement augmenté. Et comme l'Europe reconnaît certains pays comme adéquats, c'est-à-dire ils ont un niveau de protection des données équivalent, la Suisse en fait partie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de pays qui ont revu leurs lois pour se mettre au niveau RGPD et conserver cette adéquation. Et on a plein d'autres pays qui revoient leurs lois pour tenter d'avoir une adéquation, parce que ça facilite quand même les transferts. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plein de pays comme le Brésil, comme le Canada, comme on a la Californie qui a été le premier État américain à sortir une loi sur la protection des données. Donc, on a plein de pays qui ont revu leurs lois et qui ont aujourd'hui une loi, on va dire, RGPD compatible. La Chine vient de mettre à jour sa loi sur la cybersécurité et on a des aspects de protection des données qui tendent vers le RGPD également. Et quid de la Suisse? Ben, la Suisse, elle a une loi qui date de 93. Je vous rappelle, les débuts d'Internet, c'est 92, donc c'est pas une loi qui est forcément adaptée. Même si les grands principes restent intrinsèquement les mêmes, la loi, elle est vieille. Donc, l'Europe a mis un carton orange à la Suisse, a dit vous devez revoir votre loi dans les plus brefs délais, sinon l'adéquation, il n'y a plus. Rapidité suisse oblige, 2 ans de négociation, des allers-retours entre le Parlement, et finalement la loi a été adoptée en septembre dernier, bonne nouvelle. Et maintenant on a une ordonnance d'application qui a été soumise à consultation, la consultation vient de se terminer, et le législateur dit que deuxième semestre 2022, la nouvelle loi suisse devrait rentrer en vigueur, avec son ordonnance. Voilà. Donc, on a en gros, à partir de maintenant, une grosse année pour se préparer à cette nouvelle loi suisse, qui, a priori, n'aura pas de délai d'application. Quand elle va rentrer en vigueur, théoriquement, ce sera pour tout de suite. Donc, c'est pas comme en Europe, où on avait 2 ans pour se préparer. Là, quand elle rentre en vigueur, c'est maintenant. Alors, que contient cette LPD? J'ai fait une infographie qu'on pourra vous faire suivre par la suite, hein, si vous la désirez, il n'y a pas de problème. Alors, comprendre que quand on parle de loi sur la protection des données suisse révisée, donc ça, je me base sur le texte de septembre 2020, il faut comprendre quand même que l'ordonnance va affiner certaines de ces choses, mais comme le draft de l'ordonnance qui était soumis à consultation, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas terribles. On a eu beaucoup d'input en fait pour changer ça, donc je m'attends à ce que l'ordonnance finale soit quand même bien différente de celle qui nous a été soumise. Donc d'abord comprendre les définitions. Les définitions, ce qu'on se rend compte globalement en fait dans tout ça, c'est qu'on se rapproche quand même beaucoup du RGPD européen. Si vous avez quelques notions du règlement sur la protection des données européen, vous ne serez pas du tout perdu à naviguer dans cette nouvelle loi suisse. Les définitions, c'est quasiment les mêmes. Données personnelles, pour rappel, c'est tout ce qui me permet de vous identifier directement ou indirectement. Donc nom, prénom, email, c'est fastoche. Après, une plaque d'immatriculation, c'est une donnée personnelle. Une photo, une vidéo, c'est une donnée personnelle parce que je peux vous identifier. C'est assez vaste finalement, les données personnelles. Donc déjà, le premier tri à faire dans votre réflexion, c'est dans mon entreprise, est-ce que je traite des données personnelles? Probablement que oui, sauf certains cas rares. Et puis, est-ce que je traite des données sensibles? Sensibles, c'est tout ce qui est racial, ethnique, religieux, sexuel, etc. Santé. Donc, de nouveau, période Covid oblige, les données de santé, on en traite peut-être un peu plus qu'avant. Un traitement de données, c'est tout ce qu'on peut faire sur la donnée personnelle, y compris le fait de la recevoir. Parce que souvent on me dit « Ouais, mais moi je suis juste en train de stocker de la donnée, j'en fais rien ». C'est un traitement. D'accord?
Donc il faut comprendre que le traitement, c'est souvent un peu plus vaste que ce qu'on a l'impression. Donc déjà, ça c'est les questions à vous poser, parce que si demain, les hackers rentrent, et comme on dit toujours, c'est pas une question de est-ce qu'ils vont rentrer, c'est une question de quand est-ce qu'ils vont rentrer. Je l'ai très bien résumé avant. Quand les hackers vont rentrer, s'ils vous volent de la donnée personnelle, vous devrez l'annoncer et vous aurez, en plus de votre problématique, que probablement votre IT sera abîmé, vous devrez en plus répondre devant le législateur, comme je disais, puisque vous devrez annoncer cette fuite de données et probablement même l'annoncer devant les individus. Alors, qu'est-ce que ces lois finalement, RGPD, LPD ou lois cantonales, puisqu'en Suisse on a cette petite particularité d'avoir des lois cantonales pour tout ce qui est public. Donc en Suisse, il faut comprendre, on a le niveau fédéral, LPD, la loi sur la protection des données, qui couvre tout ce qui est privé, et on a dans chaque canton une loi cantonale pour tout ce qui est public. Donc si vous êtes une institution publique, c'est la loi cantonale qui s'applique. Donc là, on parle de la révision de la LPD, donc le chapeau pour tout ce qui est privé. Évidemment que les lois cantonales vont aussi être mises à jour pour rester à niveau avec la LPD révisée. Donc il faut s'attendre à des nouvelles lois cantonales dans l'année à venir. Donc toutes ces lois-là, finalement, mettent en place quoi? En fait, on a un respect de principes et on donne des droits aux individus. Donc finalement, quand vous traitez des données personnelles, vous devez respecter les principes qui sont ici. Alors, le plus gros principe, c'est la responsabilité. Vous êtes responsable des données que vous traitez. Et puis, le gros changement, c'est que, je prends l'exemple, puisqu'on est hosté aujourd'hui par Procab, qui est une agence web, souvent on va dire, bon, bah, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est web, je donne à Procab. Et puis, bah, si demain j'ai une fuite de données, bah, c'est de la faute à Procab. Alors ça, c'était avant. Avec ces lois révisées, RGPD, LPD révisées, la responsabilité reste sur la personne qui est responsable de traitement. Donc si Procab a une fuite, c'est moi qui devrais répondre. Donc intrinsèquement, qu'est-ce qu'il en découle? C'est que les sous-traitants, comme peuvent l'être Procab, doivent aussi respecter les principes et la LPD. Et nous, on doit s'assurer que finalement, nos sous-traitants sont tout aussi conformes que nous, on doit l'être. Et ça, c'est une vraie inversion de la charge de preuve, en fait. Bon, après, évidemment, si Procab se fait hacker, on doit collaborer, ils doivent nous aider, et ça, c'est les contrats qu'on met en place qui font en sorte qu'ils devront nous aider finalement à expliquer ce qui s'est passé aux autorités, etc. Donc le principe de responsabilité. Le principe de minimisation des données, ça c'est vraiment important, c'est si vous n'avez pas besoin de connaître la couleur de mes yeux, bah, vous ne me la demandez pas. Donc dans vos formulaires de collecte de données, c'est de regarder qu'est-ce qui est vraiment nécessaire au traitement et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Et donc à terme, on devrait voir une amélioration des points de collecte de données où on arrête de demander tout et n'importe quoi. Et puis bah, là, on a un petit problème de minimisation, par exemple avec notre certificat Covid, qui, dans sa version non light, donne un tout petit peu trop d'informations à la personne qui le check. Notamment quel type de vaccin, quelle date, etc. Et donc, si on ne passe pas en certificat light, ces informations-là sont visibles à la personne qui nous check. Donc là, on a un petit problème de minimisation. Ensuite, il y a le respect des finalités. Le respect des finalités, c'est si je vous collecte vos informations, par exemple au newsletter, bah, je l'utilise juste pour newsletter, pas pour faire des statistiques, puis après peut-être vous proposer des produits X, Y, Z. Donc c'est important quand vous collectez des données de spécifier les finalités et de se tenir aux finalités qui ont été spécifiées. Si vous avez une nouvelle finalité, vous devez récupérer une base légale, un consentement, quelque chose comme ça. OK? Respect des finalités, exactitude, et puis bien sûr, sécurité, il faut protéger les données que vous collectez. Alors ça, c'est les principes généraux qu'on doit respecter, en fait, du moment où on traite des données personnelles, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde. Ensuite, pourquoi on fait ça? Parce que les individus ont gagné en droit. Ils peuvent vous demander finalement quelles données vous avez sur moi. Et vous devez répondre. En Europe, c'est 1 mois pour répondre. En Suisse, c'est dans les meilleurs délais, en tout cas dans sa version actuelle. Donc il faut être prêt à pouvoir répondre. Au même titre qu'il faut être prêt, oui, sans délai. Bon, alors, ouais. Par contre, j'attends de voir l'ordonnance si elle précise un délai, mais dans l'ordonnance qui a été proposée, il n'y avait pas de précision. Donc là, il faut être prêt à répondre. Si on n'a aucune idée d'où sont les données, bon, on ne s'en sort pas. Et donc évidemment, si moi je vous demande quelles sont mes données et puis que vous n'êtes pas capable de me répondre, ou hors délai, ben moi je peux aller me plaindre à l'autorité. Il faut s'attendre à ce genre de demande. Et j'ai pas mal de clients européens où on voit le nombre de demandes qui a quand même sensiblement augmenté. Les gens commencent à, en tout cas en Europe, à avoir cette petite sensibilité à utiliser leurs droits. Après, le droit d'opposition, le droit à l'effacement.
effacez, je ne veux plus que vous gardiez mes données, vous effacez tout ce que vous avez sur moi. Il faut être capable de le faire, de nouveau. Et là, j'ai eu le cas, par exemple, de, pareil, un client qui arrêtait pas de demander l'effacement, et on était face à un problème, puisque, évidemment, ces lois-là, LPD, RGPD, ne supplantent pas les autres cadres légaux. Donc, s'il y a des lois, par exemple, on doit garder tout ce qui est financier 10 ans, évidemment, je ne vais pas effacer les transactions bancaires. Mais bon, voilà, des fois, c'est quand même, si on ne se pose pas cette réflexion en avance, ou même titre que si on n'est pas préparé à un incident IT, bah, si on ne se prépare pas, on n'y arrivera pas. Donc, oui. Alors, si ça demande un effort disproportionné, ce qui est souvent le cas des sauvegardes, on peut justifier le fait qu'on ne le fait pas. Ouais. Après, maintenant, les nouveaux outils, si je prends du Vim, enfin tous les outils sauvegarde actuels, commencent à prendre en compte cette problématique et commencent à s'améliorer dans le sens pour aller supprimer les sauvegardes. Ouais. Encore une fois, si on peut motiver que c'est un effort disproportionné, on peut motiver le fait qu'on ne va pas répondre à la requête. Oui. Oui. Ok, donc les principes, le droit des individus, et puis finalement tout un tas, alors c'est les petites boîtes là, tout un tas de choses qu'il faut, des nouvelles choses qu'il faut mettre en place en fait quand on traite de la donnée personnelle. Les notions de protection des données à la conception et par défaut. Donc là, ça veut dire, c'est ce qu'on voit sur les téléphones notamment. C'est un peu changé ces dernières années. C'est dès le début, je vais tout cocher en sécurité par défaut. Et typiquement, c'est le principe d'avoir tout fermé et puis d'ouvrir qu'à la demande, plutôt qu'avant on ouvrait tout puis on fermait au fil de l'eau. Et puis c'est ce qu'on a vu sur les téléphones notamment. Maintenant, les applications nous demandent pour accéder à la caméra, pour accéder au contact, pour accéder à la géolocalisation. Bah, c'est parce que par défaut tout est fermé et donc on doit faire ça. Et donc quand on conçoit des sites web, des logiciels ou quoi, dès le début il faut se dire tiens, il faut que je construise mon application de manière sécurisée. J'ai une base de données chiffrée, etc. C'est ces notions-là qu'il faut prendre en compte. Le registre des activités de traitement, alors ça c'est c'est le petit cadeau, le cherry and the cake. En fait, on doit documenter. Alors il y a des exceptions pour les petites entreprises, moins de 250 employés. Les exceptions finales, on les verra dans l'ordonnance, parce que ça peut encore varier un petit peu. Mais globalement, il faut décrire les traitements de données personnelles qu'on fait dans un registre, Excel, Word, autre logiciel, parce que si on a un problème, l'autorité va venir inspecter ça. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça? C'est pour s'assurer quand on fait le registre que tous les traitements de données, finalement, on respecte les principes et tout ça. Et l'autorité, qu'est-ce qu'elle veut pas? C'est que demain, j'ai une fuite de données, tous mes clients, tous mes contacts clients se trouvent sur Internet, et puis, en plus, je ne savais même pas que j'avais ce fichier. Alors là, c'est catastrophe. Donc l'idée, c'est quand même d'identifier toutes les données personnelles, où elles sont, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi. Les devoirs d'information, donc revoir les disclaimers, les politiques de confidentialité, les choses comme ça quand on collecte les données. Les gens doivent savoir finalement qu'est-ce qu'il advient des données, combien de temps elles sont gardées, est-ce qu'elles sont transférées, etc. Donc, typiquement le cas Facebook où on ne sait jamais ce qui se passe des données, c'est justement ce qu'on veut éviter. Annonce de violation, donc effectivement, avec la nouvelle loi, en Suisse, on devra également annoncer les violations de données. Donc peut-être qu'on aura des statistiques un tout petit peu plus détaillées sur les données. Et puis, mon slide d'avant, où j'avais mis ceux de la CNIL française, donc de l'autorité française, c'est top, on sait qu'il y a eu 1315 annonces de violation, on sait dans quel secteur, c'est quand même, moi je trouve, un vrai plus pour préparer la défense. Alors, ouais, j'y viens juste là. Donc, en Suisse, comme je le disais, on a un niveau fédéral, et là c'est le PFPDT, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, à Berne. Donc, il faut quand même remettre les choses à l'endroit. C'est une équipe de 25 personnes actuellement, 26. Et puis, spécifiquement à la protection des données, ils sont 400. C'est une toute petite équipe. La CNIL française, ils sont 350. Bon, c'est un plus grand pays, certes, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Alors, avec la nouvelle loi, ils vont recruter. Ils vont quand même staffer 5-6 personnes supplémentaires. C'est pas génial, mais c'est déjà un bon début. Et après, la grande différence avec l'Europe, c'est la suivante. En Europe, si j'ai un problème avec une entreprise, je vais me plaindre à la CNIL, donc l'autorité française. En plus, on peut le faire online, ça prend 2 minutes 30, c'est hyper facile. Et la CNIL, les autorités en Europe, la CNIL française par exemple, a un pouvoir d'enquête, d'audit,
J'ai un client qui s'est pris une enquête de la CNIL, c'est les brigades, ils partent avec les ordinateurs et tout ça, hein. C'est assez impressionnant. Donc, ils ont le pouvoir d'enquête, et ça va jusqu'au pouvoir de sanction. Donc, ils peuvent faire des sanctions administratives, 4% du chiffre d'affaires global, 20 millions d'euros, etc., des très grosses amendes. Et ils le font. Le niveau d'amende en Europe, il est colossal. Et aussi bien des petites PME que des grosses entreprises. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on ne va pas forcément se tourner vers le droit pénal, on va rester avec les autorités, on sera sur du droit administratif, c'est hyper facile, n'importe qui peut porter une plainte, ça prend 2 secondes, et l'autorité va gérer ça jusqu'au bout. En Suisse, on reste sur du droit pénal. Donc, on peut aller voir le PFPDT pour dire j'ai un problème avec telle société. Le PFPDT aura donc une mission d'enquête, d'audit, etc. Il peut quand même suspendre, dire comme mes vaccins, ce site web d'être suspendu. Par contre, ils n'ont pas de pouvoir de sanction. Si en fait le rapport d'audit du PFPDT dit qu'effectivement il y a un problème, on doit se tourner vers le pénal. Ça, c'est une vraie différence, parce que du coup, il faut quand même s'attendre à moins, je pense, de plaintes pénales, parce que c'est plus compliqué, ça coûte de l'argent, etc. Donc je pense qu'il y aura quand même un niveau de plainte en Suisse qui sera bien inférieur à celui de l'Europe, du fait qu'on est sur du droit pénal. Et par contre, comme c'est du pénal, ils ont prévu un palier d'amende de 250 000 francs pour des personnes privées. Et c'est la deuxième grosse différence. En Europe, on s'attaque aux personnes morales. Je m'attaque à, désolé, Procab. D'accord en Suisse, on s'attaque à des personnes privées. Donc je m'attaque à Franck. Et Franck, il peut risquer un casier judiciaire au pénal et jusqu'à 250 000 francs d'amende à titre privé. Donc, vis-à-vis d'une direction, je pense que c'est quand même un discours qui doit être entendu. C'est-à-dire que si on se fait voler nos données, on se prend un ransomware, scénario catastrophe qu'on a vu avant, on a déjà un beau problème, et qu'en plus, ça découle sur le fait que les données ont fuité, qu'on se prend encore une plainte au pénal, et qu'en plus, on doit encore les répondre de 250 000 francs à titre personnel, je pense qu'en tant que directeur, ce n'est pas forcément le chemin vers lequel on a envie d'aller. Donc, même si la complexité de plainte est peut-être un petit peu plus élevée en Suisse, je pense que le discours doit quand même être entendu des directions que le risque il est sur les personnes privées. Ça, c'est la vraie différence. Et puis après, bon, juste pour la petite histoire, si on a un problème avec une institution publique, on va se plaindre vers le préposé cantonal. Donc chaque canton a aussi un préposé. Et c'est un peu la même histoire. Le préposé cantonal fera sa petite enquête, etc. Ce sera la personne qui a fait la faute. Donc soit on arrive à désigner dans l'entreprise quelqu'un qui a intentionnellement fait fuiter la donnée, et comme souvent dans ces cas-là, c'est un hacker qui a réussi sa truc, donc là on va se tourner vers la direction, effectivement. Alors comme on n'a pas de jurisprudence, c'est compliqué à répondre, mais néanmoins, à un moment donné, il faudra pointer quelqu'un du doigt, ou plusieurs quelqu'un du doigt, si c'est un collège de directeurs ou un collège d'associés. Après, c'est le responsable de traitement. Donc, si je prends le cadre de ces grands groupes où chaque associé a finalement un peu une casquette, une unité, on va se tourner vers l'associé qui est responsable de l'unité où il y a eu le problème. En général, on se tourne quand même vers la personne qui est la plus responsable de traitement. Quand on définit les traitements de données dans le registre que je disais tout à l'heure, on définit pour chaque traitement un responsable. Donc, si c'est une fuite de données RH, forcément, je vais m'orienter plutôt vers le directeur RH. Vous voyez ? Donc, il y a quand même une responsabilité personnelle et une prise de conscience dans les entreprises que dans toutes les strates de l'entreprise, chacun est responsable des données personnelles qu'il traite. Encore une fois, c'est le responsable de traitement. Donc, c'est la personne qui sera désignée comme celle qui définit le purpose and mean, donc le but et les moyens du traitement de données. Donc, soit c'est un directeur qui a suffisamment on va dire, de pouvoir exécutif pour dire c'est comme ça que ça se passe, et c'est lui qui a fait le choix technique organisationnel du traitement, puis ce sera ce directeur, soit on n'arrive pas à déterminer à un niveau là qui a déterminé le traitement, et on tombera sur la direction d'entreprise. C'est le... Oui, et c'est l'enquête en exactement. Ouais. C'est l'enquête du PFPDT qui théoriquement devrait faire ressortir qu'est-ce qui s'est passé, quand, où, comment, et qui est responsable. À savoir que s'il y a une enquête, et comme je dis, je l'ai vécu avec la CNIL française, ils nous demandent en fait direct le registre. Bon, c'était une boîte qui était soumise au registre, qui n'était pas dans les exceptions, mais ils nous demandent le registre. Ils demandent en cas de fuite tout plein d'éléments de type
comment est-ce que ça s'est déroulé, combien de données, etc. Donc, quelque part, il faut être capable aussi de déterminer qu'est-ce qui s'est passé lors de la fuite de données. Il faut quand même avoir des éléments techniques qui nous permettent des logs, des journaux, pour pouvoir déterminer comment ça s'est passé. Le cas échéant, faire appel à des sociétés spécialisées qui font ce qu'on appelle du forensique, c'est-à-dire qu'ils vont aller gratter pour comprendre le pattern qu'a utilisé le hacker. Donc voilà, c'est ces choses-là qu'il faut savoir qu'on peut nous demander en cas d'enquête. Donc la finalité de tout ça, c'est que oui, ah oui, j'oubliais également toute la partie sous-traitance. Évidemment, quand on sous-traite des données, il va y avoir une amélioration des contrats de sous-traitance où on va mettre des clauses de protection des données pour s'assurer que le sous-traitant respecte les principes et les droits également. Encore une fois, le règlement, les lois, ne vous imposent rien techniquement. Ils disent juste que vous devez mettre les mesures techniques et organisationnelles qui correspondent à votre niveau de risque. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est d'assesser vos risques et de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles. Si vous êtes une micro-PME, évidemment qu'on ne va pas vous reprocher de ne pas avoir mis des sondes de partout. Voilà. Ce sera toujours proportionnel au risque, en fait. Donc on pourra vous le reprocher si vous êtes une belle entreprise qui a un risque fort et puis que vous n'avez pas fait cet effort-là, vous voyez. Il y aura des répercussions. Il y a eu le cas avec British Airways. Il y a 1 an et demi, en début de Covid, là, il s'était fait hacker. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tous les gens qui allaient commander un billet sur British, en fait, partaient sur un autre site qui ressemblait à British, mais ce n'était pas ça. Le hacker collectait toutes les données, puis après il renvoyait sur British, donc on avait quand même notre billet, nous on ne s'en rendait pas compte. Ça a duré 6 mois, je ne sais plus combien de millions de gens qui ont été touchés. Et en fait, le régulateur anglais a mis la double peine à British, c'est-à-dire, bon, une fuite de données, vous n'en êtes pas rendu compte, c'est-à-dire que le hacker a quand même réussi à faire ça pendant 6 mois, et puis comme vous êtes British, c'est quand même pas possible, finalement, que vous n'en soyez pas rendu compte, vous voyez. Je pense qu'il aurait été plus indulgent si c'était Resto de Consulting. Et dernier point, le conseiller à la protection des données, ou le DPO, Data Protection Officer en anglais. Alors, en Europe, il est obligatoire dans quasiment tous les cas. C'est pour ça qu'en fait, en Europe, il y a eu une explosion de demandes de DPO. En Suisse, donc aujourd'hui, cette fonction n'existe pas. Donc, à part les boîtes soumises au RGPD, je ne connais pas trop de boîtes suisses qui ont mis un DPO. À savoir que dans la nouvelle loi, il existe, il a les mêmes fonctions qu'au niveau européen, fonctions de conseil, fonction de s'assurer que l'entreprise est conforme, etc. Par contre, il reste optionnel en Suisse. Maintenant, c'est toujours une histoire de proportionnalité, c'est ce que je dis depuis le début. Si vous traitez énormément de données personnelles, voire que c'est votre cœur business, et que vous n'avez pas de DPO, il faudra expliquer le jour où vous avez une enquête pourquoi vous n'avez pas fait l'effort de mettre un DPO et pour finalement bien traiter les données dans le respect des principes. Donc voilà, en gros, on monte d'un cran, on va un peu au niveau du RGPD européen, on a une grosse année devant nous pour se préparer, et puis moi ce que je dis toujours de manière pragmatique, il ne faut pas avoir peur ou quoi, ces lois-là, elles n'empêchent rien, le but c'est pas d'empêcher, c'est juste de le faire un peu mieux, donc il faut juste prendre ça de manière pragmatique et comprendre les principes, comprendre les droits et simplement se poser 2 questions, est-ce que je traite des données personnelles, est-ce que je traite des données sensibles? Et si c'est oui et oui, on va quand même se dire, bon, est-ce qu'on respecte vraiment les principes? Voilà. Pour moi, c'est ça la clé. Si on arrive déjà là, c'est déjà pas mal. Donc oui, je disais par rapport au RGPD, la comparaison avec le RGPD, en fait la CNIL en France a une interprétation, parce que le RGPD reste assez flou quand même, pour que chaque pays puisse l'interpréter un petit peu comme elle le souhaite. En France, la CNIL l'a quand même interprété de façon assez dure, même si elle a laissé effectivement un temps d'attente. Moi je parle surtout du marketing digital et donc de l'exploitation de la data à des fins publicitaires. Un exemple simple, hein, mais le device ID sur un identifiant mobile, la CNIL l'interprète comme une donnée personnelle, alors que c'est un identifiant anonyme, réinitialisable, et qui est juste une série de chiffres, donc comme ça, brut, ne représente pas une donnée personnelle. Tout ça pour dire que est-ce que la LPD va être interprétée un petit peu de la même façon, donc c'est-à-dire de façon plutôt stricte, ou à l'allemande va être beaucoup plus light par rapport aux acteurs qui vont exploiter de la donnée Alors, et de la data. je vais juste être en désaccord total avec vous dès Oui. le début. Le RGPD, il n'est pas interprété de manière light ou lourde. Justement, le but du règlement, pourquoi on est passé d'une directive européenne à un règlement? Parce que la directive, justement, quand on fait une directive au niveau européen, chaque pays l'interprète et fait une loi d'application. Et c'est pour ça qu'on avait par exemple la loi informatique et liberté en France, qui était comme elle était, et d'autres lois dans les pays. Et puis c'était des disparités. Et le but, un des buts premiers du règlement, quand on fait un règlement, c'est qu'il s'applique tel quel. Donc en fait, on a un cadre unitaire sur les 28 pays qui ont
qui ont signé le RGPD. Je garde l'Angleterre parce qu'il continue d'être au niveau RGPD. Donc, déjà, on a un cadre unique. Après, ce qui change, c'est effectivement les autorités plus ou moins actives. Effectivement, la CNIL française est hyper active. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir leur site web, c'est une mine d'or d'informations. Et effectivement, ils ont peut-être été un peu plus loin dans les guidelines, et puis, par exemple, comme vous l'avez cité, pour les device ID, les choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre autorité qui n'a pas forcément fait ça ne va pas le traiter pareil. Parce que déjà, quand il y a un souci, les autorités collaborent. Premièrement. Et puis, après, il y a des cas de jurisprudence. Et on a eu le cas où finalement la CNIL s'est inquiétée de problématiques en Irlande avec Google. Et finalement, même si l'autorité irlandaise est un petit peu plus soft, parce qu'ils ne veulent pas perdre tout l'argent des GAFAM, la CNIL a pu imposer un peu son style. Et par rapport à la loi suisse, donc, c'est pareil, on a un cadre réglementaire qui est sensiblement similaire au RGPD. On a une ordonnance qui va clarifier certaines choses, c'est ce que je dis. Mais globalement, faut s'attendre au même niveau de rigueur que pour avoir un RGPD dur. Après, ça dépendra tout du PFPDT et de sa capacité à traiter les demandes. Comme je disais, ils sont 25. Donc forcément, s'ils prennent 3000 plaintes, ils n'auront pas le temps de les traiter. Donc après, c'est aussi la capacité de l'autorité à fournir de la guideline et à traiter les demandes. Donc en Suisse, je pense quand même qu'il y aura moins de capacité de traiter les demandes et les problématiques. Donc forcément, on n'aura peut-être pas ce niveau de rigueur que peut mettre la CNIL parce qu'ils ont 150 juristes et 150 experts cyber. Oui, c'est ça, parce que alors, pour faire partie d'une interprofession du marketing Oui. en France, il y avait, quand je parlais d'interprétation, c'est par exemple sur le consentement éclairé explicite. Oui, mais en fait, comment? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une pop-up? Alors, moi, encore une fois, je parle du domaine du marketing mobile, mais est-ce que c'est une pop-up qui est rouge, bleue, verte? Est-ce qu'il faut avoir tout accepté, tout refusé, etc. Et ça, dans le détail, les RGPD ne le précisent pas. Donc après, chacun l'applique un petit peu là-dessus. Et il y a aussi un autre sujet, c'est sur le on va dire la capacité, notamment pour des sites e-commerce, de faire du marchandage un petit peu, c'est-à-dire de dire vous ne pouvez pas commander, vous n'accédez pas au service si vous ne nous donnez pas vos données personnelles. Et ça, au bout d'un moment, la CNIL a dit non mais les gars, ça va pas être possible. On ne peut pas faire une contrainte comme ça sur du serviciel par rapport à ces données-là. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, pour être concret, c'est la Cour européenne de justice qui a tranché pour les pop-up et puis le fait de pouvoir continuer sur un site, d'obliger en fait à donner des données pour accéder à un site. C'est la Cour européenne qui a tranché en fait dans un cas. Et puis après, la CNIL et les autres en fait ont appliqué le droit, la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Ce qui fait qu'on a dû changer tous nos pop-up cookies et mettre un tout accepté, tout refusé, ainsi que les paramètres. Le fait qu'on ne peut plus contraindre l'accès à un site à la collecte de données. Donc tout ça, c'est venu en fait par une jurisprudence de la Cour européenne de justice. Donc ça en Suisse, ça va être pareil. Avec le temps, il y aura des jurisprudences, puis ça va affiner tout ça. Merci. J'ai une question sur le chat. Oui. Quelle est la responsabilité du DPO? Alors, en Europe, il n'y a pas de responsabilité. Non, il est super protégé en Europe, justement parce que le DPO, il faut comprendre un truc, au niveau RGPD européen, il est censé être indépendant des traitements. Donc si il est indépendant des traitements, évidemment, il ne peut pas être tenu responsable de traitements frauduleux. Donc en Europe, il est protégé, il n'y a pas de souci. En Suisse, il est aussi censé être indépendant. Donc un DPO justement placé avec toute l'indépendance qu'il faut, il ne peut pas être tenu responsable. Deuxième chose, c'est écrit et dans le RGPD et dans la LPD révisée que l'entreprise doit donner au DPO tous les moyens pour mener à bien sa mission. Donc on ne pourra pas non plus reprocher à un DPO, sauf si intentionnellement il a laissé passer des... Encore une fois, c'est une intention, on ne peut rien faire. Mais s'il n'y a pas d'intention, on ne pourra pas reprocher au DPO de ne pas avoir eu les moyens de ses ambitions. Parce que ça, j'ai vu plein d'entreprises qui ont nommé des DPO, entre guillemets, 3e casquette ou 4e casquette, avec 0 budget. Et puis derrière, ils vont encore s'étonner qu'ils ne sont pas conformes. Alors ça, par contre, on pourra le reprocher, mais à l'entreprise, pas au DPO. Donc globalement, le DPO est assez protégé. Après, bien sûr, si intentionnellement, il cache des choses dans le registre, ou si intentionnellement, il donne des choses frauduleuses, forcément que ce sera sa faute. Mais hors intention, il est protégé.
Ok. Merci beaucoup. Ah, oui. C'est juste par rapport à la mise en place de la LIPAD après Ouais. avec la LPD, tu sais, au niveau des délais. Alors, donc la LIPAD, c'est la loi cantonale genevoise. Euh, alors, la LIPAD, j'ai pas l'info. Par contre, j'ai l'info, j'ai discuté avec le préposé Jura-Neuchâtel. Lui, il l'a déjà rédigé, la nouvelle loi, et il espère qu'elle va rentrer même avant la LPD, c'est-à-dire premier trimestre 2022. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. L'association des préposés cantonaux, ils sont à peu près alignés sur le fait qu'ils ont tous attaqué la révision et qu'ils devraient tous atterrir quelque chose, soit fin 2022, soit courant 2023. Après, c'est toujours le truc, c'est qu'il faut quand même que ce soit voté et approuvé, hein, la nouvelle loi. Donc eux, ils vont pondre un texte qui sera voté derrière par les parlements cantonaux. Donc il y a toujours ce délai, en fait, où après le Parlement doit agender la votation, etc. Mais global... Pardon. Ouais, ouais. Ouais, bah, Privatim, c'est ça, l'association des délégués, exactement. Mais ouais, et puis le préposé, pardon, et puis le préposé aussi, la préposée vaudoise, qui a bien avancé aussi sur le sujet. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut s'attendre quelque chose fin 2022, courant 2023. Mais je ne me prononce plus parce que ça fait 3 ans qu'on entend.